BX1+. Le face-à-face. Tout de suite, notre débat du jour qui va être consacré à la réforme des pensions. On va débattre de ce projet de réforme qui n'est pas encore tout à fait sur la table, mais où les esprits commencent déjà un petit peu à s'échauffer. Dans un instant avec Anne Léonard, elle est secrétaire nationale pour la CSC, le syndicat chrétien. David Lester, qui est le président de la régionale du mouvement réformateur à Bruxelles. Et Gilles Vandenburg, qui est chef de groupe écolo au Parlement fédéral. On les retrouve dans un instant, mais on va d'abord un petit peu rappeler les positions des uns et des autres parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations ces dernières semaines, Vanessa Lhuillier. Oui, c'est un des gros dossiers depuis le début de la législature. Dès sa prestation de serment, Karine Lallieu annonçait une revalorisation de la pension à 1 500 € net. Elle présentera son projet prochainement au Conseil des ministres. Alors déjà, il y a des discussions pour maintenir le plus longtemps possible les personnes au travail. Le taux d'emploi des plus de 55 ans en Belgique est un des plus faibles en Europe. Ensuite, il faut aligner le calcul des pensions pour les fonctionnaires, les salariés et les indépendants. Alors parmi les changements, il faut aussi compter sur une durée minimale de carrière. Il faut 30 ans pour un salarié ou un indépendant et 20 ans pour un fonctionnaire. Un bonus de pension doit être aussi introduit pour éviter les prépensions. Il pourrait aussi être possible de prendre sa pension à temps partiel afin d'alléger la fin de carrière. Et enfin, il faudra étudier la réforme à la lumière du genre. Les femmes ont moins souvent une carrière complète que les hommes. Et donc, au niveau des débats, par exemple, ça pose effectivement un souci, cette durée de la carrière effective. Les partis ne sont pas d'accord. Pour le président du VLD, Egbert Larkaert, il faudrait 20 ans de carrière effective. Pour le PS, cette proposition est une provocation, car cela veut dire que 70% des citoyens qui ont la pension minimum actuellement seraient touchés par ce changement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'augmentation de la pension minimum de 11%, c'est pour 2024. Voilà, alors il n'y a rien qui est tranché encore pour l'instant, puisque le dossier devrait être abordé a priori vendredi en Conseil des ministres au niveau fédéral. Je vais commencer avec vous, Anne Léonard. Peut-être sur le principe, est-ce qu'une réforme des pensions, c'était devenu indispensable? Qu'est-ce qu'on en pense du côté des travailleurs? Alors, peut-être compléter les informations que vous avez données. Donc, effectivement, l'augmentation de la pension minimum horizon 2024 à 1 500 € est maintenant décidée. Et c'est pour une pension complète de 45 ans. Ça veut dire que déjà maintenant, il faut se dire qu'un maximum de travailleurs ne recevront pas cette pension minimum de 1 500 €. Nous sommes en tout cas dans le privé, dans le régime privé, à une mensualité moyenne maintenant de 1 255 € net. Et 42% de femmes reçoivent une pension inférieure à 1 125 € net. Tout ça pour vous montrer effectivement qu'il est ambitieux, mais aussi important de vouloir réformer notre système de pension. Mais il faut s'affranchir alors tout de suite de deux postulats. C'est de vouloir d'abord, travailler dans une enveloppe budgétaire fermée. Si on veut reconstruire une certaine confiance et améliorer le taux de remplacement et la soutenabilité sociale de nos pensions, il faut pouvoir investir dans des politiques ambitieuses. Et c'est ce message que je désire entendre maintenant. Le deuxième postulat duquel il faut s'affranchir, c'est que le bâton pour remettre les travailleurs âgés plus vite, mieux sur le marché du travail, que ça ne fonctionnera pas comme ça, que la réalité, elle nous rattrape. 45 ans de carrière, je le disais, ce n'est déjà pas la réalité pour un maximum de travailleurs, mais qu'il faut travailler aussi sur le marché de l'emploi dans son ensemble. Les jeunes peinent à s'insérer sur le marché de l'emploi. Quand les jeunes s'insèrent sur le marché de l'emploi, c'est souvent dans des contrats précaires qui, peu ou prou, financent la sécurité sociale et leur ouvrent des droits aussi en matière de pension, et qu'il y a des mix de carrières. On est maintenant déjà avec un pensionné sur 3
qui bénéficient de plusieurs régimes de pension quand ils entrent à l'âge légal de la pension et qu'il y a des réalités de combinaison vie familiale et vie privée dont on doit tenir compte. Donc je crois que c'est important, mais qu'il faut être ambitieux et tenir compte de la réalité du marché du travail. Alors il y a un certain nombre de messages que vous avez déjà délivrés. Donc quand vous dites un travailleur sur 3 a des systèmes de pension différents, c'est notamment des gens qui ont été à un moment salariés, à d'autres moments indépendants, éventuellement à un troisième moment fonctionnaires, et qu'il faut tenir compte de ces parcours individuels et que rien n'est peut-être simple ni figé. On va donner la parole peut-être à David Lester, parce que s'il y en a un qui a allumé le feu dans ce débat, c'est Edbert Lacarte. Mais il a été soutenu par votre président de parti, Georges-Louis Boucher, en disant la pension minimale, ça ne doit pas être pour tout le monde, et notamment ceux qui sont restés très longtemps au chômage ne devraient pas y avoir droit. Il faudrait avoir été actif pendant au moins 20 ans pour avoir le droit à cette pension minimale. Est-ce que vous maintenez cette affirmation qui a provoqué un petit peu de crispation chez vos partenaires dans la majorité fédérale ? Oui, on maintient 2 éléments peut-être. Le premier, c'est que lors du dernier gouvernement, le gouvernement Michel avec Daniel Baquet, on a déjà relevé plusieurs fois la pension minimum des indépendants, des salariés, de plus de 200 € pour les indépendants, de plus de 150 pour les salariés. Donc cet effort-là, bien entendu qu'on le partage. Il faut toutefois pouvoir avoir un principe de réalité. C'est qu'à un moment donné, si vous avez une carrière complète ou presque complète, mais que ce que vous touchez comme pension n'est pas significativement différent de ce que quelqu'un d'autre touche, qui lui n'a pas eu une carrière complète, qui lui a été demandeur d'emploi longtemps, ou a eu, comme on dit, des périodes assimilées pendant une longue période, alors il faut qu'il y ait quand même un delta suffisamment important pour qu'on puisse valoriser suffisamment le travail. C'est aussi ça qui nous a fait bondir lorsqu'on a entendu Karine Allieu vouloir remettre en cause le second pilier de pension. Parce que qu'est-ce que le second pilier de pension ? C'est quelque chose qui concerne plus de 75% des salariés et qui leur permet précisément d'arriver un peu plus proche de leur dernier salaire, pour bien faire 80% de leur dernier salaire, ce qui n'est pas du tout le cas, loin s'en faut. Et je terminerai par là. Il ne faut non plus pas oublier que si vous relevez, par exemple, la pension minimum, il faut aussi alors pouvoir relever ceux qui ont, par exemple, une pension de carrière complète. Il faut constamment qu'il y ait une augmentation des deux, parce que sinon, le delta n'est pas suffisant et vous créez beaucoup de frustration. Mais tout ça a un coût. Tout ça a un coût. Et donc, j'entends bien qu'il faudrait pouvoir travailler dans une enveloppe budgétaire ouverte, certes, mais il faut quand même aussi pouvoir ne pas promettre n'importe quoi aux citoyens. Le coût des pensions en Belgique est quand même assez important. On ne sait pas tout financer comme ça si facilement. Ouais. On parle bien, quand on parle de 1 500 € net, on parle de la pension minimum. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de salariés qui vont malgré tout toucher plus. Et puis Léonard a dit, malgré tout, il y en a un certain nombre qui touchent nettement moins. Gilles Van Den Burre, le PS a parlé d'une provocation dans le chef d'Edbert Lacarte, donc Open VLD, les libéraux flamands. Quel est le vocabulaire qu'on emploie à écolo ? Mais comme vous l'avez dit, on sent que les esprits politiques s'échauffent autour de ce dossier. C'est un dossier important, c'est un dossier majeur de la législature. S'il est prévu que Karine Allieu, la ministre, vienne en fait la semaine prochaine au Parlement, en tout cas dans les 2 semaines qui viennent, vu qu'elle présente son projet ce vendredi. Donc voilà, on a bien pris note, je dirais, de la sortie d'Edbert Lacarte, effectivement, des libéraux, avec une demande qui ne fait pas partie ni de l'accord de gouvernement, ni de la réforme, telle qu'en tout cas on voit ces premiers détails sortir dans la presse. Donc nous, on est assez, à ce stade, serein, mais on a des ambitions. On a des ambitions fortes, et pour nous, elles se retrouvent en grande partie d'ailleurs dans l'accord du gouvernement. C'est que les pensions doivent être revalorisées. Alors ça a déjà commencé, parce que effectivement 1 500 €, c'est l'objectif d'ici 2024, mais avec l'enveloppe bien-être du printemps dernier, des pensionnés, une grande partie des pensionnés qui ont la pension minimale ont déjà vu leur pension augmenter, et ça c'est déjà un premier acquis concret important. Par ailleurs aussi le fait que ce soit une réforme juste. Et quand je veux dire juste, je reprends ce que Mme Léonard disait par rapport notamment à l'égalité entre les hommes et les femmes. On sait bien que par exemple avec la proposition d'Edbert Lacarte soutenue par le MR, donc de dire que il faut 20 ans de carrière effective et donc d'activité pour pouvoir avoir droit à cette pension minimale, eh bien si on mettait ça en place, qui exclut-on en fait du mécanisme? Ce sont en grande partie les femmes.
Pourquoi ? Parce qu'elles ont des carrières moins complètes. Souvent, elles arrêtent de travailler plus tôt que les hommes. Souvent, elles travaillent à temps partiel. Si je prends les indépendants, secteur qui nous est également cher, souvent ce sont des conjointes aidantes, et donc qui ont moins droit à la pension. Et donc nous, un tel système, ce n'est évidemment pas acceptable pour nous. Et donc nous souhaitons un système juste aussi. D'ailleurs, cet aspect homme-femme est clairement mentionné dans l'accord du gouvernement. Et enfin, un dernier élément important pour nous, c'est aussi la fin de carrière. C'est lié d'ailleurs au débat sur l'emploi qui arrive. C'est pouvoir effectivement inciter les personnes plus âgées, à partir de 55 ans, à pouvoir continuer à être actives sur le marché de l'emploi, parce qu'elles ont plein de choses à apporter. Et nous avons mis notamment, ça fait longtemps que nous plaidons au niveau politique pour le plan en tandem, c'est-à-dire qu'un travailleur âgé à partir de 55 ans pourrait réduire son temps de travail pour permettre à un jeune de décoller, de coacher, de former un jeune qui lui entrerait sur le marché du travail. C'est ce qu'on appelle le tandem. Ça fonctionne dans des pays comme en Espagne. Et nous souhaiterions pouvoir implémenter cela en Belgique pour justement augmenter le taux d'emploi, le taux d'activité des travailleurs âgés. Je voudrais redonner la parole à David Lester. Qu'est-ce que vous répondez à l'argument qu'on a entendu dans la bouche de Gilles Vandenberg et qui avait déjà été esquissé par Anne Léonard sur cette durée minimum d'activité de 20 ans qui exclurait un certain nombre de gens qui sont restés très longtemps au chômage. Alors ça peut être le cas notamment dans certaines régions du Hainaut où il y a objectivement difficulté à trouver des emplois, et ça peut être aussi le cas de très nombreuses femmes qui se sont arrêtées, notamment parce qu'elles se sont occupées de leurs enfants. Est-ce que c'est pas un vrai danger, David Lester ? Est-ce que vous êtes prêt à corriger votre position sur ce point ? Mais deux éléments de réponse par rapport à cela. Le premier, c'est qu'il ne faut pas partir du postulat de base que dès maintenant, les quartiers, les zones, les régions en Belgique où il y a un taux de précarité trop élevé, où il y a des demandeurs d'emploi depuis trop longtemps, où cette précarité se transfère de génération en génération, que ça va rester le cas, que ça ne va pas évoluer. Nous, on a une autre ambition pour toutes les personnes qui cherchent un emploi, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Donc, mais ça a été une réalité pendant plusieurs décennies. Et à Bruxelles, on a aussi un taux de chômage très élevé. Absolument. On a une autre ambition pour Bruxelles, M. Grosfilet, mais ça veut aussi dire que cette réforme des pensions peut se glisser dans le temps. Ça, c'est un premier volet. Et donc, on ne doit pas tout changer du jour au lendemain et prendre en considération, c'est vrai, cette donne-là. Deuxième donne par rapport à la lumière du genre, comme disait Mme Bullier, elle a raison. Il existe toute une série de modalités qui permettent de prendre en considération, c'est vrai, les interruptions de carrière pour toute une série de raisons parfaitement justifiées que les femmes ont durant leur carrière. Tout ça, toutes ces modalités-là peuvent être prises en considération dans une réforme de la pension minimum, et nous sommes pour, et c'est déjà ce que nous avions fait à l'époque lors des premières réformes de pension de Daniel Baclen. Ces éléments pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination vis-à-vis des femmes étaient pris en compte et on doit continuer à le faire. Donc ça veut dire qu'on peut un petit peu moduler la proposition telle qu'elle a été exprimée. Si j'ai bien compris, Vanessa Lhuillier, je reviens vers vous. Je voudrais qu'on fasse quand même un petit comparatif, parce qu'on parle de la Belgique. Comment on se situe en matière de pension, l'âge de départ à la pension, à la retraite, le montant qu'on touche si on se compare à nos voisins? Alors déjà, il faut savoir qu'en Belgique, la pension, elle se prendra donc en principe à 67 ans en 2030, mais dans la réalité, en fait, la moyenne de l'âge du départ, il est de 62 ans pour l'instant, avec un montant moyenne de 1 280 € brut. Alors cela représente à peu près 66% du dernier salaire. En France, vous pouvez être retraité à 62 ans avec un montant moyen de 1 503 € et avec une différence de près de 800 € quand même entre les femmes et les hommes. En Allemagne, on peut partir actuellement à 65 ans et 9 mois, mais cela passera aussi à 67 ans en 2030. Le montant, lui, moyen est de 1 236 € pour 45 ans de travail. Aux Pays-Bas, c'est à 66 ans et 4 mois que l'on peut s'arrêter de travailler, mais on passe aussi à 67 ans en 2024 pour un montant moyen de 1 385 €. Donc en règle générale, le montant de la pension en Europe équivaut à 70% de votre dernier revenu. Voilà, donc on n'est pas très très loin de nos voisins sur et la date et les montants, même si on est peut-être un petit peu en dessous sur les montants. Anne Léonard, je reviens vers vous. Sur cet âge de départ théorique, donc 67 ans a priori dans les années à venir, 62 ans aujourd'hui en pratique. Est-ce que c'est pas ça le vrai débat, de savoir plutôt comment on organise les toutes dernières années de nos activités professionnelles? Vous avez, c'est Gilles Vandenberg qui a évoqué le plan tandem, donc l'idée qu'on transmet le relais à un travailleur plus jeune. Est-ce que c'est ça la bonne solution? Et est-ce que dans la réforme dont on va discuter dans les prochaines semaines, il sera important de prévoir des départs en douceur, c'est-à-dire qu'on peut travailler peut-être à 3/4 temps, à mi-temps, dans les dernières années de son activité professionnelle? Vous êtes attentif à ça du côté des syndicats?
Ça fait effectivement partie du débat, c'est de pouvoir donner des perspectives durables aux travailleurs concernant leur fin de carrière de manière générale, et donc des fins de carrière douces à partir de 55 ans, une pension anticipée et la pension évidemment à 65 ans. Mais les mesures de fin de carrière font effectivement partie des mesures qui doivent être discutées. Ce sera discuté à la conférence pour l'emploi qui arrive. Ce sera aussi ancré dans nos ambitions pour cette réforme des pensions, parce que c'est réellement donner aux travailleurs la possibilité de pouvoir aussi se créer une carrière la plus complète possible. Oui. Sur la pension anticipée, Anne-Léonard, il faut la mettre à quel âge? Il faut la permettre à quel âge? Il faut la remettre à l'âge qui était celle avant la réforme du gouvernement précédent. Ça veut dire 58 ans? Oui. Non, 58, ce sont les prépensions, les mesures de restructuration d'entreprise. Ouais. Entre autres. Oui, donc ça veut dire que concrètement, il faut pouvoir partir en prépension si on le souhaite à partir de quel âge? Prépension 58, pension anticipée 62, pension 65. Et à partir de 55, des possibilités de fin de carrière, décréditant fin de carrière pour tous. Ouais. David Lester, vous êtes d'accord avec cet échéancier proposé par la CSC? On ne va pas revenir sur une réforme qu'on a nous-mêmes implémentée lors de la dernière législature. Peut-être 3 éléments. Attendez, c'est important ce que vous venez de dire. Ça veut dire qu'on ne touche pas à tout ce qui a été décidé pendant le gouvernement Michel, hein? Ça, c'est dans l'accord de gouvernement, et c'est assez clair, et on y sera attentif. Peut-être quand même quelques éléments pour essayer de s'y retrouver avec Mme Léonard, parce qu'on doit être constructif. Le premier, c'est qu'on est bien d'accord, je rappelle quand même que lors du gouvernement Michel, au tout début, l'âge moyen de départ à la pension était 59 ans. On a pu monter à 62. C'est quand même pas négligeable, je dirais, pour la soutenabilité de la sécurité sociale. Deuxième élément, c'est vrai qu'il faut pouvoir faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps, comme disait M. Van den Burg, et donc il y a plusieurs options qui existent. C'est vrai, le plan Tandem, comme il explique, il y a aussi l'incitant, dire si vous travaillez plus loin que l'âge de départ anticipé, vous pourriez alors avoir un incitant pour votre pension une fois que vous la touchez définitivement. Il y a la pension mi-temps également. Et puis il y a un troisième et dernier volet rapidement, c'est toute la réforme de la pénibilité. Vous savez, il reste encore beaucoup trop de fonctions qui, en réalité, pourraient bénéficier d'une pénibilité, donc d'un départ plus rapide à la pension. On était à quelques semaines, quelques mois d'avoir un grand accord public-privé sur la pénibilité lors du dernier gouvernement. Malheureusement, il est tombé en janvier. Sinon, on aurait pu enfin avoir une meilleure prise en considération, ne fût-ce par exemple du personnel soignant contractuel, qui aujourd'hui ne peut en fait pas encore partir plus tôt, alors qu'on sait à quel point ce travail peut être extrêmement lourd. Gilles Van den Burg, on vient d'entendre David Lester dire on ne va pas toucher à ce qu'on a mis en place pendant le gouvernement Michel. Donc le MR en faisait partie, Écolo n'en faisait pas partie. Est-ce que vous confirmez qu'on ne touchera pas à ces différents cliquets qui sont l'âge de la prépension, l'âge de la retraite anticipée? On doit rester dans ce carcan-là, mais on trouvera une astuce pour l'assouplir ou pas? Alors, il y a des choses qui ont quand même changé, évidemment, par rapport à ce qui se faisait au niveau du gouvernement Michel, mais c'est vrai que sur l'âge de la pension, comme c'est dans l'accord de gouvernement, il n'y aura pas de changement sous cette législature. Moi, je voulais aussi revenir quand même aussi sur une précision par rapport, donc quand on parle notamment lors de restructuration de retraite anticipée, n'oublions jamais que ces personnes restent disponibles sur le marché de l'emploi pour être actives. Et donc, en fait, c'est un complément de l'entreprise par rapport au chômage qui est mis en place. C'est le système de RCC, mais qui fait que les personnes restent, à solliciter, à essayer de se relancer dans un autre défi professionnel, même si c'est parfois très difficile, hein, soyons clairs. Mais c'est aussi un défi pour notre société, dans les restructurations, dans les métiers de demain. Et c'est pour ça qu'il faut aussi insister sur la formation, y compris des travailleurs âgés. Et donc, c'est un ensemble.
C'est un ensemble de politiques qui doivent être menées. C'est pour ça que le fait qu'on a ce débat sur les pensions maintenant, avec la conférence sur l'emploi qui va justement s'attaquer aux fins de carrière, je pense que les deux sujets sont intimement liés. Parce que pour augmenter l'activité des travailleurs les plus âgés, eh bien, c'est évidemment bon pour la sécurité sociale, non seulement bon pour les personnes elles-mêmes, parce qu'elles peuvent se réaliser, s'émanciper dans le travail, mais par ailleurs, évidemment, c'est bon pour le système en lui-même. Et donc, pour nous, ces deux éléments sont fondamentaux pour justement améliorer, pérenniser et rendre plus juste notre système de pension tel qu'il l'est aujourd'hui. Alors, il nous reste moins d'une minute. Je voudrais qu'on soit très concis et très rapide sur une dernière question. Si vous voulez bien, c'est la question de la pension des indépendants. On dit toujours, oui, les indépendants ont une pension nettement inférieure à celle des salariés. C'est inégalitaire. Mais on oublie souvent de rappeler que les indépendants, ils cotisent moins que les salariés pour constituer leur pension. Et donc, au final, c'est peut-être moins inégalitaire que ce qui est dit parfois. Je voudrais votre position sur cette question-là. Est-ce qu'on doit remonter la pension des indépendants? Et si oui, est-ce qu'on doit du coup remonter leur cotisation? On fait un rapide tour de table, vraiment 15-20 secondes, répondez directement à la question. On commence par Gilles Van den Burg. Mais on vient en fait de la remonter, parce qu'on a enlevé le coefficient, sans rentrer dans les détails, pénaliser déjà les indépendants. Donc la pension des indépendants, cette année-ci... Ouais. Est-ce qu'il faut la mettre au niveau des salariés ? Et est-ce qu'il faut remonter leur cotisation? Il faut continuer à améliorer le statut social des indépendants et donc augmenter en tout cas les pensions minimales. Les pensions minimales indépendants, il faut continuer à les augmenter. Et ça, pour nous, c'est une priorité. Pour le reste, effectivement, ça dépendra aussi de l'évolution des cotisations. Ça, c'est clair que l'un doit évidemment évoluer avec l'autre, mais sur les pensions minimales, il faut continuer évidemment à augmenter ces pensions minimales, comme on vient de le faire en modifiant le coefficient de calcul. David Lester. Lors de la dernière législature, on a pu augmenter les pensions minimales des indépendants de plus de 230 € sans pour autant toucher à un quelconque levier de la fiscalité. Donc, je pense que ça n'est pas du tout infaisable. Quand on voit le delta qu'il y a entre la pension minimum d'un indépendant, d'un salarié, d'un fonctionnaire, je pense qu'à ce niveau-là, si on veut aussi parler d'égalité, je crois qu'il y a quand même beaucoup de boulot à faire et on a déjà pu faire un bon bout de chemin lors de la dernière législature. Ouais, vous dites la fiscalité, les cotisations pour sa pension, c'est pas tout à fait de la fiscalité. Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations ou on augmente gratis pour les indépendants? Nous, on a réussi à le faire la dernière fois sans augmenter les cotisations. Maintenant, on n'est jamais réfractaire à revoir l'ensemble de la fiscalité. Alors, il ne faut pas travailler pan par pan, sinon c'est beaucoup trop pénalisant. Une dernière conclusion là-dessus avec Anne Léonard pour la CSC, donc le syndicat chrétien. Je trouve qu'une des forces du régime salarié, c'est la solidarité qui est créée entre les plus faibles et les plus hauts revenus. Je crois que cette solidarité devrait être aussi implémentée dans le système des indépendants, de sorte que les indépendants à plus faible revenu puissent bénéficier également de la solidarité des plus hauts revenus, ce qui n'est pas intrinsèque au régime des fonctionnaires. Deuxième force, c'est que dans le régime des salariés, c'est encore 70% des cotisations des travailleurs qui financent le régime, ce qui n'est pas le cas proportionnellement dans le régime des fonctionnaires. Voilà, et donc il y a encore beaucoup de choses à faire si on veut vraiment aligner les différents régimes. On aurait aussi pu parler du deuxième pilier des pensions, qui est aussi un débat sur la table. On aura sûrement l'occasion de faire d'autres débats, parce que mon petit doigt me dit que c'est pas fini, ce débat sur les pensions. Merci David Lester, président de la régionale du mouvement réformateur à Bruxelles, Gilles Van den Burg, chef de groupe écolo à la Chambre, et Anne Léonard, secrétaire nationale pour la CSC. Merci.